Transition, c'est le podcast qui explore chaque mois le sujet de développement durable dans le voile de compétition, avec les meilleurs experts et expertes du secteur. Dans le podcast Transition, nous parlerons des évolutions, des innovations, des progrès, mais aussi du chemin qui reste à parcourir en matière de durabilité dans la voile. Transition est produit par l'EMOCA et animé par Imogen Dinham-Price et Pierre-Yves Letroux. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 7e épisode de Transition en français, cette fois après un épisode exceptionnel en anglais le mois dernier. Salut Imogen. Bonjour Pierre-Yves. Alors dans Transition, on a beaucoup parlé jusqu'ici des règles, on a beaucoup parlé des bateaux, du matériel et on va s'attaquer dans ce nouvel épisode à un sujet d'importance majeure quand on parle de RSE, qui est celui des événements. Et pour en parler autour de la table, on a deux experts. On se faisait la réflexion avec Imogen en parlant de vous deux. Que vous étiez déjà des vieux routiers de la RSE sur les événements, donc on a vraiment affaire à des gens qui connaissent bien leur sujet. Vous n'êtes pas très très nombreux, les experts du secteur, mais vous en êtes tous les deux, vous en êtes de véritables. Donc on a Émilie Laurens, qui est chargée de la RSE chez SailGP France. Salut Émilie. Bonjour. Et on a Stéphane Bourrier-Couture, qui est responsable RSE et climat chez OC Sport. Salut Stéphane. Salut à tous. Et je vais préciser qu'Émilie a travaillé sur beaucoup d'autres épreuves. Elle a travaillé sur la Transat, qui s'appelait Jacques Vabre à l'époque. Elle a travaillé sur... elle a aussi travaillé sur The Ocean Race, qui a été son premier contrat sur le sujet. Donc, tu as une vaste expérience des différents événements sportifs de la voile. Imogen, pour parler un petit peu de l'IMOCA, puis après, on va élargir la focale. Est-ce que tu peux nous dresser un petit tableau justement de ce que sont les principaux événements IMOCA? On va voir que ça recouvre évidemment beaucoup de courses qu'on connaît de nom, mais il y en a pas mal d'autres. Évidemment. Oui, avec plaisir. Donc, les IMOCA Globe Series sont un championnat international annuel de la classe IMOCA. C'est un cycle de 4 ans, donc on fonctionne entre chaque Vendée Globe. Pour ce cycle-là, on réunit 18 courses disputées dans 13 pays en solitaire et en équipage. Donc, pour nous, c'est des temps sportifs, mais aussi c'est des temps forts d'échange, une célébration de notre sport globalement, et c'est toutes les occasions précieuses pour faire partie des messages forts. Ensemble, nous essayons d'explorer un tout petit peu des solutions concrètes pour l'avenir. Donc, oui, notre sport, comment il peut vraiment agir sur ces questions, ces messages clés de transition, et comment on peut utiliser ces courses comme un véritable catalyseur de sensibilisation au changement climatique et potentiellement un moteur de transformation de comportement. Donc, on utilise ces événements dans notre Globe Series pour parler de tout ça. Voilà, donc on va voir que c'est à la fois des événements sportifs, à la fois des plateformes de communication et aussi, et ça va être une partie de notre sujet, c'est aussi des événements qui ont des impacts assez élevés, justement parce qu'ils sont très très populaires, d'où l'intérêt de recevoir nos deux invités du jour. Alors tous les deux, chacun à votre tour, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quels sont vos rôles respectifs au sein de vos organisations? On va commencer par toi, Émilie, chez SailGP. Alors, on rappelle rapidement ce que c'est que SailGP, hein, je vais schématiser, c'est un circuit mondial, avec 12 escales dans l'année de catamarans à foil. C'est 12 dates cette année et 14 l'année prochaine, donc ça va sur quasiment tous les continents. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton rôle de chargé de la RSE au sein de SailGP France? Alors, je travaille pour l'équipe en effet française qui participe au championnat CLGP et mon rôle notamment, c'est de travailler pour répondre à un cahier des charges qu'on a, parce que CLGP, il y a le championnat sportif, mais il y a un autre championnat qui s'appelle l'Impact League, qui est un championnat qui est vraiment parallèle du championnat sportif, où les équipes sont récompensées en fonction des actions qu'ils prennent pour réduire leur impact sur l'environnement, mais aussi pour augmenter l'inclusion dans la voile, etc. Donc, sur chaque événement, toutes les équipes reçoivent des points en fonction des actions. Par exemple, le nombre d'équipes qui voyagent, le nombre dans quel hôtel on est, etc. Et puis, on a aussi 4 grands projets dans l'année qu'on appelle des focus areas sur différents sujets, par exemple les déchets ou alors l'inclusion. Et voilà, donc je m'occupe de la gestion de ces projets-là pour l'équipe. Et on va rappeler, parce que on est dans un monde qui est très anglo-saxon, je crois que cette Impact League, elle est rémunérée. Enfin, il y a du prize money comme sur la ligue sportive, quoi. Hein. Exactement. Alors, il y a de la prize money, mais les prize money sont à la destination du Purpose Partner. Donc, toutes Exactement. les équipes supportent une association. Nous, on porte les couleurs de Inspired by KM, qui est la fondation de Kylian Mbappé pour l'inclusion. Et donc, on porte les couleurs déjà dans la voile. Donc, on offre de la visibilité à cette fondation. On fait des projets, et notamment notre dernier projet, on l'a fait avec eux. On a permis à des jeunes de la fondation de découvrir SailGP, le monde de la voile,
mais aussi les carrières du monde de l'hospitalité avec notre partenaire Accor. Donc, on a travaillé avec cette fondation et si on gagne, si on fait un podium sur un des Focus Area de l'Impact League, on a un prize money qui doit être absolument reversé à notre purpose partner pour développer encore plus les projets et maximiser l'impact. Et alors, je me souviens plus des montants, mais c'est pas du tout anecdotique, hein. Ça fait beaucoup d'argent. Ça, oui, bah, surtout pour des associations, ça permet de développer des projets. En fait, ça dépend du classement, ça dépend des Focus Area tout au long de l'année. Très bien. Imagine. Et donc, on va continuer dans le même esprit, mais avec Stéphane. Donc, Stéphane, tu travailles chez OC Sport. Et donc, OC Sport organise des événements comme le Route de Rome, le Transat CEC. Et ces événements, ça brasse de millions de spectateurs. Mais aussi, vous organisez des événements de masse aussi, comme le Marathon de Genève. Et encore, il y a des milliards de participants là-dessus. Donc, quel est exactement ton rôle qu'est-ce que c'est vraiment un responsable RSE au sein d'un groupe comme OC Sport? Donc effectivement, au C-Sport, il y a vraiment 2 parties distinctes. Il y a la partie course au large, que tout le monde, je pense, connaît ici, avec notamment la Route du Rhum, la Solitaire du Figaro, et cetera. Et il y a une partie masse avec une filiale à Nantes et une autre à Lausanne, où on organise des marathons et des triathlons. Ce qui rejoint l'ensemble des événements, c'est que on déplace beaucoup de monde. D'un côté, on déplace beaucoup de visiteurs, de l'autre côté, c'est beaucoup de participants. Et du coup, moi, mon rôle, c'est vraiment de définir la stratégie RSE sur un cycle allant de 2 à 4 ans, de l'ajuster lorsque c'est nécessaire, puis de la mettre en œuvre opérationnellement, parce que je suis globalement tout seul chez OC Sport en RSE. Mais l'objectif, c'est aussi que chaque département, que chacun à son niveau, intègre les critères RSE. Et ça, c'est clairement dans ma feuille de route, parce que la RSE ne doit pas être le sujet d'une personne, mais vraiment de toutes les personnes de l'entreprise, parce que chacun à son poste va avoir des choses à faire dans ce domaine. Très bien. Entre ces deux mondes, ces deux activités, quelles sont vraiment les principales différences en termes de RSE entre ces deux univers, la voile et aussi celui de l'outdoor, potentiellement? Alors, les principales différences, c'est le nombre de participants. Et du coup, dans la manière de travailler, dans la manière de communiquer, ça change beaucoup parce qu'en voile, on a entre 20 et 140 bateaux, un peu plus sur le Tour de Belle-Île. Alors que du côté des événements outdoor, on en a plutôt entre 3 000 et 25 000. La difficulté côté voile, c'est que les visiteurs des villages, on les connaît pas. On a plus de mal à s'exprimer auprès d'eux. On a les moyens de communication, on a le site internet, les réseaux sociaux, etc. On n'a pas de moyens de communication directe. Alors que les participants, ils s'inscrivent, on a leur adresse mail, leur téléphone, on peut plus facilement échanger avec eux. Et comme il y a un parcours d'inscription qui est obligatoire donc pour participer à un marathon ou un triathlon, dès le formulaire d'inscription, on peut intégrer des choses pour au moins essayer de modifier leur pratique. Et on y va évidemment par étapes. Parce que oui, pour tout ce qui est les événements voile, les visiteurs, ils viennent gratuitement sur le départ des courses et donc comme ça, forcément, tu peux avoir des estimations, mais tu peux pas forcément savoir qui viennent, à quel moment et d'où ils viennent aussi. Alors, pour récolter les données, on fait des enquêtes par échantillonnage. Donc, on a des informations, mais par contre, on les a pendant le village. La grosse difficulté, c'est de réussir à communiquer avec les visiteurs en amont du village pour les réorienter, par exemple, sur des moyens de transport bas carbone, pour leur dire de bien emmener leur gourde, pour utiliser les fontaines sur les villages, etc. Et ça, on essaye depuis plusieurs années maintenant divers moyens de communication, mais on est toujours bloqué par le fait que celui qui ne regarde pas les réseaux sociaux ou qui n'a pas regardé le site internet de la course, il ne sera pas forcément au courant de sa préconisation. C'est d'ailleurs l'un des grands paradoxes de tous les événements sportifs à public en général, hein, c'est que l'indicateur de réussite de ces événements, c'est-à-dire la foule et l'audience qu'on arrive à déplacer pour venir, c'est aussi l'un des principaux indicateurs d'un impact, hein, dans tous les bilans que toutes les organisations sportives produisent. Le déplacement du public est très souvent le premier facteur d'impact. On y reviendra un tout petit peu après dans la question suivante. Moi, j'ai une petite question un peu pas polémique, mais pour gratter un petit peu. Est-ce que vous avez encore, vous, au sein de vos organisations, on le disait en introduction, ça fait longtemps que vous travaillez ces sujets-là, vous les maîtrisez très très bien. On sent qu'il y a une pression qui est de plus en plus prégnante du public, des partenaires, des sponsors. Je voulais savoir si vous, au fil du temps, dans vos organisations, est-ce que vous avez encore un travail de conviction à mener en interne, ou est-ce que ça, c'est réglé, vous faites partie des acteurs stratégiques de la boîte, où il y a encore
des batailles internes à mener? J'aimerais bien, si vous pouvez répondre, essayer de répondre librement sur le sujet, Émilie. Non, je pense que tout le monde est convaincu, surtout, aujourd'hui qu'il y a quand même un enjeu, commercial. On voit qu'il y a beaucoup de collaborations aussi qui se font par rapport à ces sujets-là. Des fois, on peut être questionné, un peu challengé sur les exemples qui sont pas très, très concrets. On va nous emmener, et je pense que quand on ramène les gens à des exemples très concrets, technologiques, avec des chiffres et cetera, ça permet vraiment de mettre tout le monde d'accord. Donc moi, ce que j'aime bien, j'utilise très, très souvent, c'est des exemples hyper concrets de choses que j'ai énormément appréciées dans mes expériences passées avec des chiffres qui sont très souvent transférables dans la société civile. Pour moi, c'est aussi ça le rôle et c'est comme ça que j'arrive à convaincre. Alors peut-être qu'on est un sport niche et qu'on a des actions qui sont un petit peu niches, mais souvent on peut se permettre des choses un peu technologiques ou un peu nouvelles qui peuvent après être utilisées dans d'autres secteurs et donc pour ça, je pense qu'on arrive à convaincre quand on utilise ces arguments. T'as un exemple? Oui, par exemple, sur la dernière, America's Cup, on a travaillé avec le groupe SOR sur une solution de traitement des eaux de la base. On n'était pas reliés, à un traitement des eaux grises et des eaux noires. Donc on avait un recyclage et on a réussi à peu près à 70 des eaux qu'on utilisait, on a réussi à les utiliser 3 fois. Donc c'est-à-dire que l'eau qu'on utilisait, dans les douches, elles allaient dans les toilettes, aussi elle était retraitée pour être laver le bateau. Voilà et on avait vraiment un système hyper vertueux qu'on pourrait aujourd'hui avoir sur tous les bâtiments qui sont en construction parce que c'est des choses qui sont toutes simples. On récupérait les eaux de pluie, on récupérait les eaux toutes les eaux qui étaient relativement propres et on avait 2 stations, une station qui nettoyait ces eaux pour être réutilisées et une station également de traitement des eaux usées. Donc ça nous a évité de construire un énorme système pour se relier au système existant et en fait l'eau, était, quand même les eaux noires, si on extrait et qu'on réutilise, il y avait à peu près 70 de cette eau-là qu'on pouvait rejeter dans le port, qui était propre et après il y avait quand même toutes des boues qui restaient, qui étaient dans un conteneur. Mais voilà, ce genre de système, ça peut être utilisé aujourd'hui en construction, dans l'habitat, individuel, plein de solutions. Et en plus, vous l'avez fait activer par un partenaire de un partenaire de l'équipe, donc c'était vraiment Et l'opération tout bénef, quoi. exactement et des exemples comme ça, j'en ai plusieurs et c'est vraiment ce que je trouve très, très pertinent et aujourd'hui, permet de montrer le succès un petit peu de ces démarches-là. Stéphane, comment ça se passe au sein d'OC, si tu peux nous répondre? Est-ce que tu as gagné la bataille des cœurs et la bataille des cerveaux? Je pense que c'est jamais définitivement gagné, et on le voit bien au niveau de la société, hein. Depuis 6 mois, on a quand même un retour en arrière qui est extrêmement important au niveau national, au niveau international. Certains disent que ces sujets sont un peu, passés, et que voilà, on a tourné la page et du coup, je pense que c'est jamais définitivement acquis. Hem En plus, quand on a un contexte économique, qui est compliqué comme celui qu'on a actuellement, bah, il faut toujours, rappeler ce qu'on avait, pris comme décision, il y a 1, 2, 3 ou 4 ans, et s'y tenir au maximum. C'est clair. Imagine. Donc, on a commencé à parler un tout petit peu de certaines actions un peu plus concrètes, mais aujourd'hui, comment s'organisent les événements un peu plus modernes qui cherchent à limiter son impact? Donc, forcément, on a parlé un tout petit peu de potentiellement par rapport au déplacement de visiteurs et tout ça, mais est-ce qu'il y a d'autres démarches aujourd'hui qui fonctionnent pour les événements modernes, un tout petit peu comme potentiellement gestion de déchets? Nous, on a forcément ces questions par rapport au retour cargo. Les IMOCA, ils essayent de tous rentrer à la voile après une transatlantique. Mais peut-être on peut commencer par Stéphane là-dessus. Est-ce que tu as des démarches concrètes là-dessus pour commencer à réduire notre impact sur les événements? C'est quoi un événement moderne du point de vue de la RSE? Pardon, Ouais. je rajoute mon grain Oh, de pas sel, de mais souci. Non, non, c'était c'est bon, quoi, ouais. on imagine c'est quoi l'état de l'art d'un événement moderne du point de vue de la RSE, un événement voile moderne? Alors, il y a un point important, c'est que, même la Route du Rhum, destination Guadeloupe, qui est notre événement majeur, reste un petit événement par rapport à nos partenaires, par rapport à beaucoup de parties prenantes. Et du coup, pour que ça fonctionne ensuite, la première chose, c'est vraiment d'embarquer les parties prenantes. Et si je prends l'exemple de la prochaine Route du Rhum, destination Guadeloupe, donc qui est dans 15 mois, on a déjà travaillé, on travaille déjà depuis plusieurs mois avec, les principaux partenaires pour s'aligner sur l'ambition de notre feuille de route, RSE et sur la manière dont on y arrive. Donc ça, c'est un point important. Ensuite, de manière assez opérationnelle, mais qui du coup fonctionne bien, on a décidé depuis, à peu près 1 an, de sortir du scope de la RSE certains sujets. Typiquement, les déchets, l'énergie, les cendriers, les points d'eau potable, tout ce qui est, empreinte carbone et cetera à certains niveaux et on l'a repassé en gestion de projet
parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'objectif, c'est d'intégrer ça dans les métiers de chacun. Et quand c'était géré par les RSE, bah, on n'arrivait pas forcément au bon moment. Je prends un exemple hyper concret. Pour mettre des fontaines, il faut de l'eau potable. C'est basique. Si je remonte le point trop tôt, bah, il va finir par être oublié parmi la multitude de points. Si je le remonte trop tard, on va me dire ah bah c'est gentil, mais désolé, il y a, j'en sais rien, il y a une structure devant le point d'eau potable, donc on n'a pas d'eau potable. Donc en fait, il y a beaucoup de sujets qu'on a basculé en gestion de projet pour que ce soit vraiment intégré au cœur de la construction de Et donc, c'est l'événement obligatoire, par quoi. toutes les En fait, parties c'est ça que tu dis, c'est que Et du donc coup, c'est obligatoire. c'est pas négociable. C'est juste, Tout à il fait. faut de l'électricité, donc il faut, de la même manière, il faut ces éléments-là, quoi. C'est ça. Mais par exemple, sur l'électricité, sur les gros événements, on a encore souvent des groupes fuel parce qu'on a un besoin énergétique qui est important. Souvent, sur des ports où il n'y a pas forcément de dimensionnement électrique important, bah ça, si on s'en occupe 3 mois ou 6 mois avant, c'est trop tard. Donc, il faut l'anticiper beaucoup plus. Et ça, je pense que c'est un vrai critère de succès. C'est vraiment basculer dans les métiers de chacun des points RSE pour qu'ils soient intégrés vraiment au bon moment. Et après, quelque chose qui est important pour nous, c'est d'utiliser les événements comme plateforme d'impact parce qu'on pense que la visibilité qu'on a doit aller au-delà du sport. Alors, on reste avant tout des événements sportifs, hein, et ça sera toujours le cas. Mais par contre, on doit vraiment se servir de cette visibilité pour autre chose. En 2022, sur la route du Rhum Destination Guadeloupe, il y avait Surfrider qui était l'ONG partenaire. Ils étaient là sur d'autres événements d'ailleurs, Arcade Team Challenge Brest et la Solitaire du Figaro Paprec. Et on pense que s'associer comme ça, c'est vraiment pertinent parce que eux, leur cœur de métier, c'est de sensibiliser. Nous, on a la visibilité, mais on ne sait pas forcément faire ce travail de sensibilisation. Et du coup, ensemble, on construit quelque chose qui est intéressant et percutant. Complètement. Et on va potentiellement toucher par rapport à cet impact un tout petit peu plus positif plus tard dans les questions, mais aussi juste pour aider, de commencer à décrire un tout petit peu des points de fondamentaux d'un événement aujourd'hui. Est-ce qu'il y a certaines certifications qui peuvent aussi aider les événements d'avoir tout en place déjà? Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites chez OC Sport pour aussi concrétiser le fait que vous mettez en place déjà? Alors, aujourd'hui, on a fait le choix de ne pas certifier les événements, mais on est en train de travailler sur une certification développement durable pour la structure OC Sport. Donc, du coup, les événements pourront en bénéficier, mais c'est toujours en cours, donc c'est pas encore finalisé. Il existe des labels RSE pour les événements. L'ISO 20121 est le meilleur exemple. La difficulté qu'on a, nous, c'est qu'on a beaucoup d'événements différents, et même s'ils sont tous organisés par la même entreprise, l'idée, c'est pas de devoir faire les étapes de labellisation 10 fois, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Néanmoins, on continue à regarder l'ISO 20121 parce qu'il y a une évolution assez récente qui nous paraît intéressante et qui rend cette certification un peu plus intéressante. Alors qu'elle avait été assez décriée il y a quelques années, parce qu'il y a certains événements de foot qui étaient labellisés. Émilie, tout à l'heure, tu donnais des exemples concrets des actions qui étaient transférables dans l'esprit du grand public. La question qu'on posait à Stéphane était c'est quoi un événement moderne du point de vue de la RSE aujourd'hui dans le monde de la voile? Est-ce que tu pourrais nous décrire, toi, les actions, même chose très concrète que vous mettez au niveau d'une équipe qui se déplace donc, dans le monde entier, avec des catamarans qui voyagent par cargo, des équipes qui voyagent par avion, etc. etc. Est-ce que tu peux nous raconter, c'est quoi les actions concrètes que tu arrives à mettre en place? Je crois que par exemple, il y a des groupes électrogènes qui sont plutôt à l'hydrogène. Il y a pas mal de choses comme ça. Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets de ce que c'est que les actions RSE sur une équipe comme celle-là, qui est sur un circuit, alors c'est très différent de la Route du Rhum, hein, mondial, 12 à 14 fois dans l'année, où il y a pas mal de déplacements. C'est quoi un comportement moderne du point de vue de la RSE dans une équipe comme celle-là? Eh ben, nous, on s'adapte en fait déjà à l'événement et on soutient l'événement. Par exemple, SailGP mesure son impact carbone depuis dès le début et ça déjà, je pense que c'est hyper important. Ça a été assez questionné aujourd'hui, le fait de questionner, mais c'est hyper important pour voir où est l'impact et pouvoir agir dessus. Et en tant qu'équipe, on le fait également, c'est-à-dire que toutes les équipes de SailGP, soit les équipes sont encore, comment dire, appartiennent à la ligue et c'est la ligue qui mesure, ou alors si les équipes sont indépendantes, elles ont signé la charte et on doit absolument mesurer notre impact. Et après, on doit déjà, de par la ligue, on a pas mal de restrictions, notamment sur le nombre de personnes qui se déplacent sur les événements. C'est obligatoire, on ne doit pas être plus de 18 personnes sur site, peu importe le nombre de sponsors qu'on a, et cetera. Donc ça, c'est assez challenge parce que, bah, par exemple, plus on a de sponsors, plus il faut de personnes pour s'occuper des invités, et cetera. Ou maintenant, les étapes sont très courtes, donc le nombre de personnes qui
Et voilà, on a très peu de jours pour préparer le bateau. On a une équipe qui n'est pas extensible, donc voilà, ça représente ces challenges. L'Impact Link nous donne quand même beaucoup de guidelines, notamment sur, par exemple, les hôtels, la nourriture sur site, pas mal de choses. Mais nous, en termes d'équipe, là où on fait vraiment la différence, c'est genre justement de ces focus areas, ces projets qu'on fait tout au long de l'année. Et en fait, à notre niveau, on essaie de regarder là où on peut avoir le plus d'impact possible. Et par exemple, on a de la liberté de faire des projets un petit peu différents. Et par exemple, sur les déchets, on a travaillé avec une start-up qui est justement bretonne qui s'appelle Ocean First, qui développe des produits à base de poudre d'huître. Et donc, du coup, on a regardé avec elle pour voir quels matériaux à bord pourraient être utilisés cette technologie-là. Et ça, c'est génial parce que l'économie circulaire, c'est quand même un concept qui est très vague et encore plus dans le monde du nautisme, de la course de compétition. Et donc, du coup, on s'est rendu compte qu'il y avait on utilisait beaucoup de rubans adhésifs sur le bateau parce que comme les bateaux sont démontés sur chaque étape et les panneaux, notamment les panneaux de voile et les panneaux qui recouvrent certaines parties aussi sur la coque sont scellés entre eux et étanchéifiés avec du ruban adhésif. Et aujourd'hui, on utilise du ruban adhésif qui vient de produits dérivés de la pétrochimie. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait très bien développer un ruban adhésif complètement compostable à partir de matières organiques. Et donc ça, on travaille là-dessus. Et ça, c'est génial parce que c'est des choses où on n'a pas forcément voilà, c'est un partenariat win-win parce que nous, ça peut nous réduire considérablement l'impact de l'équipe, l'impact de toute la ligue si tout le monde se met à utiliser ça. Aussi, la société civile, tout le monde utilise du ruban adhésif. Et c'est aussi un démonstrateur de comment on peut utiliser justement ces nouvelles technologies pour réduire l'impact de façon globale dans toute la société. Donc ça, c'est juste un de nos exemples. Ouais, c'est un niveau de détail et de précision et de profondeur qui est impressionnant. Comment vous faites pour gérer justement la contradiction, en tout cas apparente, qui est de déplacer des bateaux par cargo? Je sais que ça pollue beaucoup, et de déplacer des équipes dans le monde entier en avion. Comment vous gérez cette contradiction? Est-ce qu'il y a une stratégie de compensation derrière? Est-ce que vous optimisez les trajets au maximum? Alors, on a compris que vous diminuiez par exemple le nombre, enfin, vous étiez capé en termes de nombre de personnes à déplacer. Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus pour améliorer encore ça? Bah, on a de la chance, en fait, d'avoir la ligue qui est derrière nous et qui fait énormément d'actions et qui a justement, de par, le fait qu'elle a mesuré, en fait, son impact carbone depuis le début. Aujourd'hui, on a des chiffres. Donc en tant qu'équipe, on peut défendre, entre guillemets, «la ligue», l'équipe et toutes les actions. Et là, sur le dernier rapport, on s'est rendu compte, enfin, les chiffres montrent que l'impact de chaque événement a diminué à peu près de 37 par rapport aux années précédentes. Donc il y a vraiment des efforts qui sont faits en termes d'énergie, en termes de flotte. CLGP utilise notamment beaucoup de technologies. Par exemple, les arbitres qui se déplaçaient avant ne se déplacent plus, ce qui réduit énormément la flotte qui se déplace. Ils sont à distance, c'est-à-dire ils sont pas sur site, quoi, c'est ça, hein? Également, exactement, ils sont tous à Londres et en fait, ils font de l'arbitrage en direct avec des caméras qui leur permettent de voir tout sur leur écran. Donc ça, c'est des personnes, des conteneurs et des semi-rigides qui se déplacent plus sur les événements. Donc voilà, des avancées comme ça technologiques qui permettent de faire la différence. CLGP travaille aussi sur la flotte, sur les bouées, le déplacement des bouées avec des moteurs électriques. Voilà, beaucoup de choses comme ça et on a beaucoup d'exemples concrets qui nous permettent de défendre le championnat, même si l'événement parfait en termes de RSE, je pense, n'existe pas. Mais Oui, en c'est tout celui qui cas, il y a un n'existe peu pas. C'est celui qui n'a pas lieu, ouais. on peut tendre vers un idéal et je pense que quand on continue à regarder, à s'améliorer de façon continuelle et continuer à regarder où sont les émissions et où est-ce qu'on peut continuer à avancer et travailler pour réduire de plus en plus, dans l'amélioration continuelle, je pense que c'est ce qui fera la différence. Et il y avait pas un projet, je suis pas sûr de moi, mais il y avait pas un projet justement de construire un bateau spécialement pour transporter les bateaux? Oui, alors je sais pas exactement où ça en est. OK, C'est mais je crois qu'il y avait ouais. ils ont poussé la logique, jusqu'à essayer de réfléchir à un moyen de transport, en partie, décarboné pour pouvoir transporter, les bateaux, pour justement, limiter leur impact. C'est dire jusqu'où ils sont prêts, à aller. Imagine, je sais pas si tu as d'autres questions pour Stéphane. Moi, je suis resté un petit peu sur ma faim sur les exemples concrets parce qu'il y a dans le monde des courses à la voile, il y a des parties, assez classiques et notamment la partie, village d'une part et puis la partie, retour cargo. Moi, c'est 2 petites questions que j'aurais pour Stéphane. Je sais pas si tu en as d'autres de ton côté? Bah, non, non, tu continues avec ces 2 Vas-y, ouais. questions-là. C'était exactement Alors moi, ça que je voulais j'ai poser, mais assisté, vas-y. c'est un exemple que je cite souvent quand je discute avec d'autres gens, mais j'avais assisté à une présentation, de l'impact carbone à la Route du Rhum que tu avais fait, Stéphane, où tu montrais que l'un des leviers les plus efficaces pour diminuer, mais drastiquement l'impact d'un village, c'était de rendre c'est impossible à mettre en œuvre, mais de rendre la nourriture, végétarienne obligatoire sur le village.
Et c'est dire que en fait, sur des villages qui accueillent des millions de personnes, l'ensemble des paramètres sur lesquels tu peux t'appuyer est quand même assez vaste. Tu peux nous rappeler un petit peu cette mécanique? Je crois que tu avais détaillé végétarien, pas du tout végétarien et poulet uniquement. Je crois que c'était un truc comme ça parce que on sait que le bœuf a un très gros, la consommation de bœuf a un très gros impact. Et tu avais montré qu'on servait tellement de repas sur le village que ça pouvait avoir un impact très, très, très direct. Effectivement. Alors, je crois que c'était sur les chiffres de la Route du Rhum Destination Guadeloupe 2018. C'est ça, oui. Depuis, on a des chiffres qui sont un peu plus précis pour 2022. On s'est rendu compte qu'en 2018, l'entreprise qui avait fait l'empreinte carbone avait peut-être surestimé cette partie-là. En fait, clairement, en premier, c'est le déplacement. Voilà, ça c'est sûr. Et après, en deuxième poste, on a hébergement-restauration. Sur la partie restauration, le gain est extrêmement important parce que quand on passe d'un repas à demande animale avec bœuf à un repas végétarien, on divise par 14. Ouais. Donc, c'est pas une réduction de 5 ou 10%, c'est vraiment extrêmement important. On passe d'à peu près 7 kg à 0,5 kg. Et entre les deux, on a le poulet, qui est à peu près à 2 kg, 2 kg et des poussières. Donc, préférer les burgers au chicken sur les villages, déjà. Commencer par ça. Mais c'est effectivement un vrai levier. On parlait tout à l'heure des événements outdoor. Sur les marathons et les triathlons qu'on organise, c'est des food trucks. Ils ont tous l'obligation d'avoir au moins un, et en général plusieurs, repas végétariens proposés. Alors, c'est pas pour ça que les gens vont le choisir, parce que quand ils finissent un marathon, ils veulent les protéines. Ils sont contents souvent d'aller prendre. Le poulet, c'est très bon c'est une nourriture qui est très appréciée des sportifs. Mais effectivement, c'est un vrai levier et on y travaille. On y travaille sur l'ensemble de nos événements, avec aussi les contraintes géographiques qu'on connaît, notamment l'importance de l'élevage en Bretagne. Oui, effectivement. Alors, j'ai une dernière question après, imagine, après je te laisse. Désolé, hein. Et justement, sur la partie retour cargo, hein, qui est un assez grand classique, on vient d'en parler un petit peu avec CLJP. C'est pas un retour cargo, mais du coup, c'est du transport en cargo. Quand on organise on est organisateur d'événements, il y a plusieurs parties prenantes. On a parlé, les sponsors, les spectateurs, et puis il y a les sportifs représentés par leur classe. Et vous, en tant qu'organisateur, vous organisez la vie de l'événement à terre, mais vous organisez aussi une partie de la vie de l'événement en mer via la vie de course. Quelle est la marge de manœuvre d'un responsable RSE sur cette partie sportive? Est-ce que tu peux obliger la flotte à ne pas à rentrer par la mer? On sait que plusieurs classes obligent les bateaux comme ça à rentrer par leurs propres moyens. Est-ce que tu as la possibilité d'injecter comme ça de la réglementation RSE? Je sais que Émilie avait pas mal travaillé aussi sur la Transat Jacques Vabre en 2021, de mémoire, je crois. Hein. C'est quoi vos marges de manœuvre respectives sur la partie sportive quand on organise des événements? En fait, c'est assez intéressant que tu poses la question avec Émilie autour de la table, parce qu'en 2021 et début 2022, on avait justement travaillé avec Émilie, qui travaillait à l'époque pour la Transat Jacques Vabre, pour une annexe développement durable commune, ou en tout cas avec des parties communes entre les courses. Et on avait évidemment soulevé ce point du retour cargo, avec des réactions assez hétérogènes. Certains qui disent, bah oui, effectivement, c'est très impactant, donc il n'y a pas de problème. Et d'autres qui nous disent, attendez, moi j'aurais passé la ligne d'arrivée, entre guillemets, ça ne vous regarde plus, quoi. Et pourtant, ça nous regarde, parce que quand on fait le calcul d'empreinte carbone, on calcule évidemment, on intègre le retour cargo. On prend en compte le retour cargo, oui. Je pense que le fait d'en avoir parlé sur la Transat Café l'Or, enfin, Transat Jacques Vabre à l'époque Café l'Or, et sur la route du Rhum Destination Guadeloupe, sur la Transat CIC, les réflexions individuelles ont un peu progressé. Et d'ailleurs, on l'a vu cette année, hein, le retour cargo est interdit sur la Transat Café l'Or. Et on a clairement la possibilité dans les avis de course de mettre des choses. L'avis de course de la route du Rhum sortira dans quelques semaines, quelques mois. Je peux pas vous donner la date parce que je l'ai pas moi-même. Mais on a toute une partie développement durable qu'on a souhaité recentrer sur ce qui nous paraissait le plus impactant. En 2022, on avait travaillé sur quelque chose qui était assez exhaustif, qui prenait en compte la partie en mer et la partie en terre, parce que les équipes peuvent avoir des stands ou des choses, donc il y a aussi des impacts à terre. Et là, pour 2026, on a décidé de se recentrer vraiment sur la partie maritime, course et après-course. Ok, Émilie, et de ton côté, quel souvenir tu gardes quand tu avais travaillé sur la Transat Jacques Vabre, justement, du rôle que vous pouviez avoir sur la partie sportive? C'est vrai que les enjeux sont pas les mêmes sur une course justement au large avec pas mal de participants. Globalement, on était en effet sur des retours assez mitigés et un peu comme Stéphane, on a décidé de se concentrer on essaye toujours de pousser
pour que ça soit de plus en plus accepté et pour pousser la réflexion et que ça commence à faire son petit bout de chemin. Et je pense que c'est important de demander plus, quitte à au final reculer, mais comme ça, on monte dans la direction dans laquelle on veut aller. Et je pense qu'au final, il faut arriver à recentrer le débat sur les choses qui sont vraiment importantes, parce que souvent, on se fait challenger sur des choses qui sont assez visibles, mais peu impactantes. Par exemple, les déchets, on va se faire relancer, etc. Alors que sur certains événements, c'est moins de 1% de l'impact. C'est vraiment ridicule. Et donc, recentrer le débat et bien de faire de la pédagogie, expliquer où sont les impacts et que c'est pas pour embêter, en fait, les concurrents, les participants, mais c'est vraiment pour faire avancer et pour aller là où sont les émissions, quoi. Et c'est une vraie difficulté que soulève Émilie, c'est entre ce qui est visible et impactant, il y a parfois des perceptions qui sont assez loin de la réalité. Et l'exemple de l'hélicoptère sur le départ, on nous a tous posé de nombreuses fois les hélicoptères sur le départ. Alors, est-ce qu'on peut les supprimer ou pas? J'ai pas forcément toute la réponse aujourd'hui. Mais d'un point de vue extrêmement factuel, dans l'empreinte carbone, c'est même pas les personnes du trait. Par contre, c'est extrêmement visible. Et à l'inverse, il y a des choses qui sont pas du tout visibles, mais qui sont beaucoup plus impactantes, sur lesquelles on peut passer beaucoup de temps en amont de l'événement et pendant l'événement. Et la difficulté, c'est de faire adhérer en travaillant sur les choses qui sont visibles, mais en travaillant aussi sur ce qui est invisible mais très impactant. Et l'équilibre n'est pas toujours facile à trouver. Alors, c'est des enjeux politiques au sens noble du terme, quoi, hein. Il faut réussir à concilier tout ça, quoi. Imogène, j'en ai fini pour ma part. Vas-y. Merci, enfin. Non, très bien. Mais en fait, c'est très bien parce qu'on a parlé beaucoup de partie impact et maintenant, c'est aussi qu'on passe le parti qui est faire passer des messages parce que les événements, ça peut être le super vecteur pour des messages clés et pour vraiment parler d'un sujet hors de norme avec le public, ou sensibiliser le public et ce genre de messages. Et donc, quelle stratégie mettez-vous en place par rapport à ces messages? Donc, peut-être on commence avec toi, Amélie, parce que aussi tu travailles avec The Ocean Race, où le message clé pendant le temps que tu travailles, peut-être je me trompe, mais le message c'était autour de plastique et comment ils ont vraiment essayé de sensibiliser des gens autour de ce sujet. Ouais, je pense qu'on avait énormément de chance sur cette édition de la Volvo Ocean Race parce qu'on a trouvé un sujet qui était justement la pollution de l'océan par les plastiques. On était au bon moment, au bon endroit. C'était vraiment un sujet qui commençait à émerger et c'était assez facile, entre guillemets, à communiquer, à expliquer. C'est des images qui sont visuelles. On parle de l'océan. On a l'image du plastique. C'est facile à comprendre. Donc, c'était chouette et ça a vraiment bien marché. Il y avait un vrai call to action. Et ça a bien marché et aujourd'hui on se rend compte que c'est pas forcément facile, en tout cas quand on a un public qui est captif et on se rend compte que on a un pouvoir en tant qu'organisateur ou en tant qu'équipe sportive de communiquer sur ces sujets parce qu'en fait on a une audience qui est dans l'émotion, qui est très réceptive à ce type de message, beaucoup plus que les informations, que même les informations scientifiques si on va plus loin, par exemple sur le changement climatique ou sur d'autres informations scientifiques. Aujourd'hui, il faut trouver le bon messaging et le niveau. On se rend compte quand même que sur nos réseaux, par exemple, en ce moment, sur l'équipe SailGP France, en tout cas, nos fans, ce sont des fans de voile, de sport pur. Et en fait, c'est trouver le bon équilibre et le bon format en termes de messaging pour que ça passe, pour que ça soit pas trop en termes de quantité aussi. Donc, on fait des opérations un petit peu ponctuelles et on choisit nos messages aujourd'hui pour vraiment que le message arrive bien à destination. Et on utilise énormément nos athlètes pour relier ça à la performance sportive, pour relier ça en fait à notre sport, pour garder en fait nos fans attentifs sur tous les messages qu'on peut véhiculer. Et c'est un peu comme ça aussi, Stéphane, que toi, tu as utilisé sur le dernier Roadrun avec le fait d'être en association avec Surfrider. C'était la possibilité aussi de faire passer des messages un peu clés. Ouais, exactement, c'est tout à fait ça. Avec la difficulté, c'est que sur un village comme celui de la Roudouarme Destination Guadeloupe, qui est quand même assez vaste, il y a énormément de choses. Il y a en 2022, il y a 138 bateaux. Déjà, rien que pour faire le tour des 138 bateaux, ça prend un peu de temps. Il y avait 10 000 m² de surface couverte, un village de 70 000 m². Et du coup, faire ressortir les messages sur la protection de l'océan ou sur une autre cause, en fait, sont jamais évidents parce que, premièrement, les gens ne viennent pas forcément pour ça. Donc, ça ne veut pas dire que ça ne les intéresse pas, mais ce n'est pas leur attente première. Et deuxièmement, il y a tellement de choses qu'il faut réussir à les capter. Alors pour ça, il faut être placé au bon endroit, il faut avoir quelque chose d'assez ludique, il faut avoir quelque chose aussi destiné aux enfants, parce que ça va être plus intéressant d'orienter les messages vers les enfants. Mais c'est effectivement une difficulté. Après, dans les messages qu'on choisit, on essaie de les adapter aux causes. Donc, en 2022, il y avait donc Surfrider sur la protection de l'océan. Sur la Transat CIC en 2024, on avait orienté les choses un peu différemment, plutôt sur le transport vélique,
parce qu'on était à Lorient, parce que le CIC est assez impliqué là-dedans. Sur la Transat Paprec 2025, on avait fait des fresques de la diversité, parce que c'était en lien avec la course. Donc, on essaye aussi d'ajuster les thèmes, évidemment, à chaque événement pour que ça parle le plus possible aux visiteurs, aux marins, aux partenaires, etc., de manière à ce qu'on puisse les embarquer au maximum. J'ai une petite question complémentaire pour Émilie. Tu as débuté ta carrière sur le sujet à The Ocean Race, qui en fait se définit maintenant directement comme une plateforme de communication autour de ces sujets-là, et en particulier de défense de l'océan. Et là, c'est devenu, c'est toute la course est tournée entièrement vers ça, avec des sommets à chaque étape, avec toute une logique de production de contenu autour de ces sujets-là. Enfin, c'est devenu, même du point de vue commercial, c'est le levier principal sur The Ocean Race. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'était mis en place et quelle était la stratégie? Parce que là, on va bien au-delà de la plateforme d'impact. On est sur une plateforme globale entièrement tournée vers ces messages-là, quoi. Bah, j'ai eu l'occasion de voir la transition, en fait, sur l'édition sur laquelle j'ai travaillé. Exactement. C'était un petit peu les débuts et en fait, il y a eu des preuves, très tangibles. C'est le fait qu'on était une équipe déjà, on était 6 en tout cas, plus, une personne, un stagiaire dédié sur ces sujets-là. Donc, je pense que ça a été pris très, très au sérieux et en fait, quand on se donne les moyens aussi, on atteint la réussite et quand ça réussit, ben, on a envie de continuer. Et il y a eu un vrai changement en effet de business model. Au début, on était un petit département et on était des contraintes et puis après quand on a eu l'intérêt commercial, l'intérêt des partenaires, des équipes, l'intérêt aussi du public, d'un coup le modèle a entre guillemets, shifté vers le développement durable qui est devenu vraiment au cœur de l'événement. Et aujourd'hui, on le voit très bien, maintenant The Ocean Race est crédible et il parle sur des événements, de notoriété, enfin comme à l'UNOC par exemple, où ils vont au siège des Nations Unies et cetera, a acquis une vraie place dans le débat aujourd'hui sur ces sujets-là. Et je pense que l'intérêt commercial aussi des partenaires a joué un rôle, parce qu'au final, c'est quand même le nerf de la guerre. Je pense que d'avoir réussi à tourner ça en une opportunité et ils ont été assez précurseurs là-dedans, a vraiment fait le succès de ce «changement» entre guillemets de business model. Très bien. Imagine, tu as un petit mot de conclusion, une dernière question? J'ai pas une dernière question, mais je vais juste d'abord remercier nos deux invités quand même parce que c'était superbe et merci de nous avoir éclairé sur ces sujets-là. On a appris pas mal de choses. Non, j'ai pas forcément une autre question là, Pile. Et toi? Ça marche. Moi, j'en ai une toute dernière en guise de conclusion. Est-ce qu'on progresse? Est-ce que vous qui travaillez sur ces sujets-là, on va finir sur une petite note d'espoir. Vous pouvez me dire non, hein, vous avez le droit de dire non, mais faites-nous rêver. J'ai hésité avec Ah cette non, question, si, hein. allez, si, faut pas hésiter, Walid. Mais il faut. Est-ce qu'on progresse? Allez, je peux commencer. Vas-y, Stéphane. Je pense qu'on progresse parce que quand on travaille sur ces sujets-là il y a quelques années, le fait de travailler dessus était parfois remis en cause, alors que maintenant c'est acquis pour tout le monde. Et on progresse parce qu'on voit qu'il y a des choses qu'on a essayé de faire passer il y a 2, 3, 4 ans, où les gens nous regardaient en disant mais t'es un extraterrestre, c'est pas possible. Et en fait aujourd'hui, ces mêmes personnes travaillent sur le même sujet. Donc voilà, je pense qu'on progresse, et qu'on progresse assez vite par rapport aux besoins. Ça, c'est un autre sujet. Émilie? Ah, je suis complètement d'accord avec Stéphane, on progresse et parfois quand on est un peu justement, démoralisé sur certains sujets, il faut regarder un peu le positif, il faut regarder là où sont les évolutions et d'avoir des chiffres, des exemples concrets, des rapports annuels et cetera. Bah, ça met un peu de baume au cœur de temps en temps. Très bien. Eh ben, merci beaucoup à tous les 2. Merci à toi, Imogen, et puis on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode où on va prendre un petit peu de vacances quand même, et on se retrouve plutôt à la rentrée, ouais, c'est ça. Ça marche. Oui, c'est ça. Merci à tous. Bonne journée. Merci beaucoup, Merci à beaucoup. bientôt. Bonne journée.